Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec un petit bilan culturel des familles. Ça fait un moment donc je vais avoir énormément de choses à vous présenter, surtout que je suis allée beaucoup au cinéma. Commençons sans plus tarder. On va commencer par les livres, j'en ai 3 à vous présenter. 2 de Annie Ernaux et 1 de David Fuenquinos, je ne sais pas comment ça se dit. Le premier c'est La Place de Annie Ernaux. Pour ceux qui ne connaissent pas Annie Ernaux, quelques petits mots sur elle parce qu'elle est quand même très intéressante cette madame. Déjà c'est le prix Nobel de littérature 2022, rien que ça. L'an dernier, le prix Nobel de littérature, c'était une personne française et en plus une femme. C'est une transfuge de classe. Elle a grandi dans la condition ouvrière à Yvetot en Haute-Normandie et ensuite elle a été agrégée de lettres modernes et puis elle s'est lancée dans la littérature. Son œuvre générale est assez autobiographique. Ça s'inscrit beaucoup dans la sociologie aussi parce que du coup elle y raconte un peu à travers son jeu autobiographique l'histoire des transfuges de classe. C'est les personnes qui ont eu une mobilité dans leur classe sociale. On emploie ce terme là souvent pour une mobilité ascendante, c'est-à-dire que par exemple vous avez des parents de la classe populaire et que vous faites des études et que vous finissez cadre par exemple, vous avez une mobilité sociale. J'en ai beaucoup plus parlé, j'ai bien mieux expliqué ça quand on parlait de l'œuvre d'Édouard Louis. J'en ai déjà parlé dans plusieurs bilans culturels parce que j'aime beaucoup cet homme. D'ailleurs Édouard Louis connaît Annie Ernaux. Le monde des petits, tous les transfuges de classe se connaissent, Didier Ribon, Édouard Louis, Annie Ernaux. Et donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire des livres d'elle puisqu'elle a été prix Nobel. Je me suis dit bon, c'est une raison de plus. Donc j'ai acheté 2 bouquins d'elle. J'ai lu en premier La Place parce qu'il était plus court et que ça faisait un petit moment que j'avais pas lu et je voulais me remettre dans la lecture un petit peu doucement. Donc c'est écrit très gros, ça fait une petite centaine de pages, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très bien surtout. La Place, c'est un livre qui est centré autour de la relation entre Annie et son père. Donc ça s'ouvre sur le décès de son papa. À travers ce livre, elle retrace un peu l'histoire de la condition de son papa et la façon dont leur relation a évolué au fur et à mesure qu'elle a fait des études et a grandi dans un environnement différent. Parce que ça a changé dans la relation avec son père. C'est un roman qui est très beau, qui est écrit de manière assez simple et je pense que c'est aussi en respect vis-à-vis de son père parce que son papa rejetait un peu l'écriture hyper bourgeoise d'un monsieur qui remplaçait pas un mot par un autre parce que le langage peut être source de mépris social. On a un accent ou quand on ne connaît pas les bons mots, quand on ne parle pas bien le français, puis ça renvoie à des origines plutôt modestes alors que les bourgeois eux manient la prose. J'ai été beaucoup émue par ce livre. Son papa il a commencé en tant qu'ouvrier, il a fini par ouvrir sa petite échoppe à Yvetot en Normandie, tout un parcours en passant par plein de métiers pour en arriver là et donc pouvoir à la fin offrir à sa fille des jolis souliers, pouvoir faire en sorte qu'elle ne manque de rien, en tout cas pas du principal. Il y a une certaine tristesse aussi, moi je l'ai ressenti comme ça parce que je pense que j'ai projeté des trucs sur le bouquin, une certaine tristesse de voir que au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de sa classe d'origine, elle s'éloigne aussi de ses parents par l'évolution de cette relation qui m'a beaucoup émue. Je trouve qu'on ressent bien aussi l'amour que des parents ont. Son père voulait vraiment qu'elle réussisse et je pense qu'il était très fier qu'elle réussisse et pourtant il savait que cette réussite ça ferait qu'elle s'éloignerait de lui. Il lui disait la musique, les livres, ça c'est pour toi. Mais tiens je chiale quoi. Ouais. C'est juste un récit très beau d'une relation entre un père et une fille, un récit de classe sociale aussi, bon roman autobiographique. On se retrouve souvent dans son récit je trouve, en tout cas moi je me suis beaucoup retrouvée dans son récit. Il a vraiment résonné en moi, je l'ai trouvé très beau. Ça se lit super vite, c'est écrit de manière très simple, ce serait dommage de passer à côté. Ensuite Les Années, second roman d'Annie Ernaux que j'ai lu, qui reste dans le genre autobiographique, qui n'est pas du tout écrit de la même manière parce que je pense qu'il a pas du tout le même but. Là on est vraiment un peu sur une sorte de devoir de mémoire, elle l'a écrit un peu plus tard dans sa vie et je pense qu'il y avait vraiment la volonté d'écrire un roman pour laisser une trace. Entre le roman autobiographique et la chronique sociale, je le trouve hyper intéressant en vrai. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, un peu plus de mal à me mettre dedans que La Place. Il m'a fallu une petite trentaine de pages pour commencer à capter un petit peu comment ça se passait et où elle voulait en venir. C'est un livre qui est beaucoup moins autobiographique dans le sens où c'est un livre qui est beaucoup plus collectif. Elle utilise très peu le jeu, si ce n'est un peu à la fin du roman, mais sinon elle se décrit à la 3e personne en utilisant le elle. Principalement elle utilise le nous et le on. Donc c'est un récit qui est beaucoup plus collectif et généraliste aussi parce qu'il vient plutôt relater des époques, certes dans lesquelles elle s'est insérée, mais qui ne tournait pas complètement autour d'elle, même si c'est toujours à travers son prisme, c'est-à-dire que quand elle va parler politique, elle va utiliser des mots plus ou moins péjoratifs selon les courants desquels elle parle. Le livre est structuré, on va suivre le cours de l'histoire à travers des photos d'elle. On découvre Annie Ernaux bébé, un petit peu joufflu, puis Annie Ernaux enfant, adolescente, Annie Ernaux femme, maman, divorcée, femme libérée avec des amants, etc. Annie Ernaux écrivaine. Il y a un peu l'évolution de cette femme aussi à travers les âges qui est très intéressante et qui vient aussi montrer l'évolution des mentalités et des époques. Il y a un peu la métaphore filée du
du temps qui défile, qui est marqué par différentes innovations. C'est avec la société de consommation qui va devenir l'horloge, les innovations technologiques, etc. C'est très riche en références, on y voit l'évolution des mentalités. Par exemple, elle aborde la question de la masturbation et de la sexualité. C'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de personnage principal, du coup c'est vraiment une histoire du temps qui défile en fait. Et la façon dont elle rédige le livre, c'est pour garder en mémoire ce temps qui est là et garder une preuve de ce temps-là. Et la dernière phrase du roman résume très bien son travail d'écriture. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Et je pense que c'est un peu le but de ce roman, d'être témoin d'un temps qui n'existe déjà plus. Je vous le conseille. Moi j'ai préféré La Place parce que le sujet me parlait plus et m'a beaucoup plus émue, puisque c'est vraiment des choses dans lesquelles je me suis beaucoup plus reconnue. Mais celui-ci est très très bien aussi, je l'ai dévoré chaque matin dans le métro. Et enfin on va passer au troisième livre que j'ai lu, qui est un livre très TikTok énergie, je pense, ce fameux TikTok qui avait buzzé un petit peu partout. Vous ne l'avez pas vu, je vous le mets ici. Tout le monde suite à ce TikTok a commencé à parler de ce livre, Vers la beauté de David Bozekinos. C'est l'histoire d'Antoine Duris, qui était professeur aux Beaux-Arts de Lyon et qui un peu du jour au lendemain mais va tout plaquer et devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Pourquoi cet homme qui avait tout pour être bien, qui avait un bel appartement, un métier qui le passionnait, qui était très bon professeur, complètement à sa place là où il était, va tout quitter pour être gardien de musée. C'est un roman qui est très beau, qui aborde des sujets pas faciles, donc je vais mettre tout de suite un trigger warning suicide, trigger warning viol. Je pense qu'on m'avait tellement survendu le bouquin qu'il y a quand même une part de moi qui a été un peu déçue. J'ai trouvé l'écriture un peu décousue parfois, la structure du roman un petit peu décousue aussi. J'ai pas forcément été très fan du style d'écriture à certains moments que j'ai trouvé un peu plat. Là j'avais lu 2 excellents romans avant et comme j'avais beaucoup d'attentes pour celui-ci, j'étais un petit peu déçue, même si l'histoire est très bien, que les sujets abordés sont bien abordés, c'est abordé de manière assez juste. Si vous êtes intrigué, n'hésitez pas à le lire, je pense que voilà, ça reste une bonne lecture. Vu les sujets qui sont abordés, je peux peut-être pas dire bon moment. Là vous n'êtes pas prêts du tout parce qu'on va passer au film. On a vraiment beaucoup parce que j'ai pris une carte UGC. Regardez comme elle est belle ma puce. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une carte cinéma. Je connaissais pas avant d'arriver à Paris que dans ma ville il y avait que des coms en fait. J'allais trop rarement au cinéma pour ne serait-ce qu'envisager de prendre un abonnement au cinéma. Depuis que je suis à Paris, j'y vais beaucoup plus parce que mes amis y vont. Comme à Paris, on se rejoint moins les uns chez les autres parce qu'on vit tous dans des petites surfaces, bah on se rejoint et on fait des activités et donc je vais beaucoup plus au cinéma depuis que je suis arrivée à Paris. Donc j'ai pris cette carte abonnement cinéma qui est vraiment rentable. C'est 17,90 par mois pour des personnes de moins de 26 ans. Une place au cinéma c'est 8,90 dans un UGC. Sachant que ça comprend pas que les UGC, ça comprend aussi les MK2 et d'autres cinémas à Paris comme le Grand Rex, etc. C'est vite rentabilisé et moi je l'ai poncé. Alors on va commencer par le film Les Pires où on suit l'histoire de 4 personnages qui évoluent dans la cité Pablo Picasso à Boulogne-sur-Mer, dans mon nord chez moi. On suit en fait un réalisateur qui veut réaliser un film pour montrer cette banlieue là. Tout le monde dans la cité se demande pourquoi le réalisateur a choisi Les Pires. Il montre une sorte de mise en abîme parce que c'est un film où on voit quelqu'un qui essaie de réaliser un film et donc on y voit un casting sauvage, des personnages où en fait ils vont jouer leur propre rôle. C'est des gens qui jouent un rôle. Pas très clair ce que je dis. J'ai été vraiment touchée par le film, un vrai aspect sociologique dedans parce que des personnes qui ne sont pas dans le surjeu, ils parlent vraiment comme ça, ils gardent leur accent parce que dans le nord on en a un. On comprend vraiment les préoccupations des gens, leur réalité et je trouve que c'est un film qui sonne assez juste. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée au tout début du film. Pendant ce faux casting en fait sauvage, il y a une personne qui fait le casting qui demande au petit Ryan, qui est l'un des personnages principaux, pourquoi tu ne pleures pas? Et il répond simplement parce que je n'ai pas mal. Et c'est un petit garçon qui a le regard si dur et on comprend qu'il a déjà été un peu cassé par la vie, qu'il a déjà eu son lot de difficultés. Il est suivi par une assistante sociale, il vit avec sa sœur, il ne voit plus sa mère. Des personnages qui sont assez brisés, qui ont leur lot de fêlures et je trouve qu'ils ont été très bien dépeints par les jeux des acteurs. Ensuite, comment ne pas parler de Close? On m'avait dit de prévoir mes mouchoirs, je n'aurais pas dû mettre de mascara. C'est un drame absolument sublime, les images sont très belles, le jeu d'acteur est brillant et c'est une thématique qui est en fait assez simple mais très dure. C'est l'histoire de 2 petits garçons, meilleurs amis, qui vont rentrer dans l'adolescence. L'adolescence c'est un âge qui est terrible parce qu'on se cherche, parce qu'on fait plus attention aux remarques des autres, parce qu'on se construit aussi en fonction des autres. Et cet âge-là va mettre une distance entre ces 2 petits garçons qui sont les meilleurs amis du monde parce que l'un va prendre ses distances en voulant évoluer autrement. Malheureusement un drame va survenir et on va donc suivre l'histoire de ces survivants. Brillant, c'est très dur, c'est pas du tout dans le pathos, c'est pas des grands cris, des grandes larmes, etc. Non. Les larmes, elles sont vraiment dans la salle, hein, dans les yeux des spectateurs. J'ai été très marquée par ce film. Il y a des plans que j'ai encore en tête. C'est un film qui prend vraiment. Ensuite, Goliath. Sur le papier, le film était censé être un truc que j'avais grave aimé. Film écologiste, avocat, lobby, partie civile. Et finalement, j'ai eu du mal à accrocher. Alors déjà parce que la colorimétrie m'a un peu dérangée. On est sur l'ordre du détail, hein. Les tons hyper verdâtres, bleutés, des images surexposées ou des images sous-exposées. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et je sais que c'est volontaire. Je sais pas pourquoi mais ça m'a tellement dérangée. J'étais en mode mais pourquoi on voit la moitié de sa face? Pourquoi l'autre moitié toute blanche? Et c'est des petits moments comme ça où j'ai tiqué, je me suis... En fait ça m'a un peu fait sortir du film parce que je suis
repasser dans l'aspect technique et me dire mais pourquoi ils ont fait ça, c'est pas beau. Il y avait des longueurs scénaristiques, vraiment il y avait des trucs, je comprenais pas ce que ça foutait là. Ils ont essayé de créer du lien avec les personnages, il y en avait vraiment beaucoup déjà, enfin il y en avait quand même pas mal qui avaient des rôles plus ou moins importants. Ils ont voulu créer des petits moments en famille et tout pour qu'on s'attache, ça fonctionnait pas trop. Le film était un peu trop long et qu'on aurait pu enlever 20 bonnes minutes. Et je crois que ça m'a un peu dérangé aussi le fait que ce soit aussi manichéen, c'est-à-dire que les personnes qui sont contre les pesticides sont les gentils et les personnes qui sont les lobbyistes sont les méchants. Dans les faits, c'est le cas. La différence était tellement marquée que ça m'a un peu dérangé, ça manquait de nuance en fait. Dans la vie, on n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est un peu caricatural. Le connard capitaliste, c'est vraiment un connard capitaliste. L'avocat qui est l'archétype du monsieur qui vole au secours de la veuve et l'orphelin, c'est donc le bon type. Je me suis pas attachée au personnage. Par contre, en film de sensibilisation à la cause écologique, pour le coup, on comprend bien ce qui est bien ou pas pour la planète, hein. C'est vraiment cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je sais que c'est un film que beaucoup de personnes ont vu. J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Ensuite, je suis allée voir Belfast, qui se passe dans les années 60 en Irlande, qui est un film en noir et blanc. Je n'avais pas compris, parce que moi je vais beaucoup au cinéma sans trop lire les synopsis, tout ça, pour vivre un peu l'aventure. Tous les films dont je vous parle sont en fait un petit peu vieux, parce que en début d'année, il y a eu la semaine UGC qui repassait les meilleurs films de 2022. Comme c'était des films que beaucoup de personnes avaient vus, m'avaient plus ou moins conseillé d'aller voir et que j'avais pas été voir, si c'est un peu l'occasion, pas trop regarder les synopsis. J'étais un peu surprise quand le film a été en noir et blanc, je me suis dit, oh d'accord, un film en noir et blanc, c'est marrant. Et en plus, c'est d'autant plus marrant que j'ai trouvé le noir et blanc un peu réconfortant. Je sais pas, ça donnait une ambiance au film que j'ai bien aimé. On y suit une famille populaire en Irlande. Puisque je n'avais pas lu les synopsis, je ne savais pas à quoi m'attendre, et quand le film s'ouvre sur une scène entre les protestants et les catholiques, je me dis bingo, ça va être un film historique, ça va être trop cool, je vais apprendre plein de choses. Et puis en fait, pas tant que ça. Vraiment, le conflit reste en filigrane et on se focus vraiment sur l'histoire de cette famille. Il se pose la question de si elle devrait ou non quitter l'Irlande. C'est une belle histoire. Il y avait quand même pas mal de longueur. Plus 15 quand même pour l'acteur qui joue Christian Grey. Donc je ne me rappelle jamais le prénom, je crois qu'il s'appelle Jamie quelque chose. Et je n'oublie jamais sa bagole. Je l'ai vu débarquer, j'étais en mode vous ici, bah avec grand plaisir. Je regrette pas de l'avoir vu, c'était un bon film. Ensuite on passe à l'un des meilleurs films que je puisse vous conseiller, sans filtre, qui était la Palme d'Or de Cannes 2022. Et je comprends pourquoi, mais quelle claque, c'est trop cool. Image sublime, colorimétrie au top, personnage hyper cool, bien travaillé. L'histoire elle est découpée en plusieurs chapitres en fait, en 3 chapitres, donc on comprend bien l'avancée de l'intrigue. Et le film en lui-même est une sorte de critique de la société capitaliste, du monde inégalitaire dans lequel ça nous plonge. Des gens très riches qui se retrouvent sur un yacht et le yacht cool. En fait c'est hyper intéressant parce que ça traite toujours du rapport de domination entre les individus, ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont pas. Le rapport de domination est inversé une fois qu'ils se retrouvent en tant que naufragés, parce que c'est une personne qui initialement n'a pas d'argent qui se retrouve capitaine du truc parce qu'elle sait se débrouiller dans la nature. Hyper intéressant de voir ce rapport de force. Les personnages sont hyper loufoques, donc au début on suit des mannequins, une influenceuse qui est un peu bizarre, le capitaine de bord du yacht qui est hilarant, qui est un marxiste, léniniste, alcoolique, qui fait une énorme tirade pendant que le bateau est dans une tempête pour critiquer absolument tous les passagers du bateau qui l'exècrent parce que ce sont tous des grands riches hyper luxueux. Ensuite il y a le personnage du capitaliste russe véreux, et ça c'est trop marrant parce que du coup le communiste c'est un américain et le capitaliste c'est un russe qui lui a fait fortune en vendant littéralement de la merde, parce qu'il a fait fortune en vendant du fumier. T'as aussi le petit couple de vieux trop mignons qui dit qu'ils ont fait fortune en permettant de maintenir la paix dans le monde parce qu'ils ont un business de grenades. Let's go. Ils font des armes. C'est une façon de voir les choses. C'est un film qui est malgré lui très drôle, qui est très bien écrit, et vraiment j'ai passé un super moment devant quoi. Je vous le conseille à 300%. Ensuite je suis allée voir Le Chapeauté 2. J'aime beaucoup les films d'animation, je ne voulais pas passer à côté du Chapeauté. J'adore ce personnage. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le chat avec des bottes qui est dans les films de Shrek. Je trouve que c'est un film qui a une jolie morale en plus, c'est sur le fait de pas avoir le bonheur où il est, de pas se rendre compte en fait du bonheur qu'on a déjà. Concrètement c'est le Chapeauté qui a utilisé 8 de ses 9 vies de chat, qui est pourchassé par la mort, qui veut mettre fin à cette dernière vie parce qu'il a gaspillé toutes les précédentes. Et la seule façon de s'en tirer c'est de trouver l'étoile à vœux, qui est une étoile qui lui permettrait de faire un vœu et il aimerait récupérer ses vies précédentes. Et dans cette quête à l'étoile à vœux, il croise la fameuse Kitty Pat de velours, son amoureuse, et il se fait un nouvel ami en chemin, s'appelle Perito, qui est un petit chihuahua de thérapie qui est hyper positif, assez naïf, tu vois vraiment tout du bon côté, un personnage hyper attendrissant. Et voilà, je passais un très bon moment, j'ai été le voir avec ma mère, on a bien rigolé. Ensuite je suis allée voir Tirailleurs. Vous commencez à être habitués, j'aime beaucoup les films qui traitent de la première et la seconde guerre mondiale, donc j'allais pas passer à côté d'Infina et Commercy qui parle d'un sujet qu'on aborde quand même assez peu finalement, les personnes des colonies françaises qu'on a enrôlées de force pour faire la guerre contre les Allemands, pour faire la guerre pour un pays qui n'est pas le leur, dont ils maîtrisent parfois même pas la langue. On suit l'histoire de deux Sénégalais, donc un père et son fils, qui sont arrachés à leur village pour aller faire la guerre, les tranchées sous les ordres du lieutenant Chambreau, près de la colline de Verdun. Le film évolue autour de la relation entre ces trois protagonistes, le père qui veut absolument trouver un moyen de sauver son fils et lui afin de rentrer au Sénégal, ce fils qui fait preuve d'une certaine forme de résilience et va faire avec les cartes qu'il a, notamment la maîtrise de la langue française pour prendre des positions de commandement et passer caporal puis sergent, et
ce lieutenant qui a vraiment des daddy issues et qui veut prouver à tout prix à son papa, qui est général, qu'il peut prendre la colline. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont la relation familiale est traitée. Ces deux personnages s'aiment énormément et veulent veiller l'un sur l'autre, ils le font juste pas de la même manière et il y a des choses extérieures à leur relation qui vont empêcher un petit peu ça de se faire, notamment la hiérarchie militaire qui va venir renverser la hiérarchie familiale où le père va devoir se retrouver à obéir à son fils. Et ce film surtout montre l'injustice quand on subit ces personnes qu'on a emmenées de force, auxquelles on a promis une retraite militaire, la nationalité française, un statut de héros et d'autres gloires qui en fait finalement étaient déceptives parce que la réalité en fait c'est que la guerre ça tue, que ces personnes-là elles étaient beaucoup exposées à la mort. Et il y a une phrase qui m'a marquée qui surgit à un moment donné, une dispute entre le père et le fils, où le père dit mais tu n'es qu'un enfant et le fils répond est-ce qu'un enfant tue des hommes? Je sais pas pourquoi mais cette phrase je l'ai prise d'une violence et j'aime la réflexion sur laquelle se termine le film, sur laquelle le film s'ouvre, qui remet en perspective l'histoire avec le présent et qui interroge aussi la petite vision qu'on a européocentrée de se dire que ce serait forcément une personne blanche. Ensuite je suis allée voir Lost Highway de David Lynch. Alors c'est un vieux film, ça repassait en tant que UGC culte, je n'avais jamais vu de film de David Lynch, je suis pas spécialement cinéphile et je me suis dit pourquoi pas. Je suis allée en lisant le synopsis et le synopsis c'était Fred Madison, un saxophoniste, commence à recevoir des cassettes VHS un peu chelous chez lui avec sa femme. Finalement il est inculpé pour le meurtre de sa femme et voilà. Et je m'étais dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être un film sur l'évolution de la relation entre les deux et il finit par la buter de manière sûrement terrible. Mais en fait pas du tout, c'est un film tellement mais tiré par les cheveux, je n'ai rien pigé. En gros c'est un mec, il est chez lui, il reçoit des cassettes et les cassettes ça montre l'extérieur de sa maison, puis l'intérieur de sa maison, puis l'intérieur de sa chambre à coucher avec sa femme, puis une cassette où on le voit littéralement avec sa femme démembrée. Et le mec est en mode ah qu'est-ce qui se passe? Il est inculpé pour son meurtre. Et puis quand il est dans la cellule, il est remplacé par une autre personne qui s'appelle Pete, qui est un mécanicien. Du coup bah les gens ils ouvrent la cellule et c'est plus Fred, c'est Pete. Du coup il le libère et du coup Pete il retourne à sa vie, il redevient mécanicien. Mais en fait le mécanicien il est le mécanicien de Monsieur Eddie qui est une sorte de gros mafieux qui fait dans le porno. Ça n'a aucun sens, mais aucun sens, mais j'ai rien pigé. J'ai été lire des analyses sur internet comme quoi en fait ce serait la masculinité de Fred dans Pete parce qu'il se fantasmerait en jeune, parce que il a des problèmes de précocité au lit et tout. Enfin j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai rien pigé. Toutes les analyses étaient hyper intéressantes en vrai, regardez-le, essayez de piger quelque chose et ensuite allez voir sur internet ce que ça résonne chez vous. Par contre hyper bien filmé, esthétiquement c'est très beau donc je regrette pas du tout l'avoir vu. Je vous avoue que des semaines après j'ai toujours pas trop compris ce que j'ai été voir quoi. Ensuite je suis allée voir les Banshees d'Inisherin. C'est une histoire qui se passe sur une petite île irlandaise dans les années 20 et on y suit je vais pas me risquer à dire le prénom des personnages, Padraig et Colm, qui sont deux meilleurs amis de toujours et du jour au lendemain, Colm ne veut plus parler à son ami. Et la rupture est hyper brutale, c'est-à-dire que le mec va le chercher chez lui et juste il lui ouvre pas. Ensuite au pub il lui dit t'assieds pas à côté de moi. Et en fait il y a toute une interrogation sur le but de l'existence, le fait de s'entourer ou non de personnes qui sont creuses, de laisser ou non sa trace sur terre. Et ces simples événements qui en fait la fin d'une amitié, ça sonne un fracas sur cette île où il se passe pas grand chose, où ça stagne en fait, cette sorte de cycle en fait où t'as l'impression que tous les jours se ressemblent. C'est vraiment une boucle de temps qui est très particulière et au loin il y a des explosions etc et on comprend qu'il y a une guerre qui est en train de se passer et qui est sûrement absurde comme toutes les autres guerres en général. C'est assez marrant parce qu'en fait chaque rôle est assez stéréotypé, chaque personne a un peu un archétype, le policier violent, pervers, la commère, la femme célibataire, vieille fille, et ils ont un peu tous leur routine, on va à la messe, tout le monde va au pub et du coup le fait que le changement, la fin d'une amitié qui en fait est un événement qui est finalement un peu anodin mais là ça se passe de manière si abrupte qu'en fait c'est un peu le début de la fin. C'est un drame, il se passait des choses assez horribles au fur et à mesure. C'est un film qui est quand même assez drôle. Il y a tout un travail sur le langage, les tournures des phrases qui reviennent. Il y a une sorte de comique dans la façon dont c'est amené. Il est pas trop long, pas trop court. L'évolution des personnages est hyper intéressante. J'ai vraiment passé un bon moment devant. Et enfin, les deux derniers films dont j'ai envie de vous parler, c'est les deux films à couteau tiré que vous pourrez trouver sur Netflix, qui sont des sortes de films Cluedo où on suit une histoire de meurtre et on essaie de comprendre qui a tué qui, avec le personnage de Benoît Blanc, qui est un très bon détective et qui nous permet de comprendre qu'en fait à chaque fois on prend une piste qui n'est pas la bonne. Donc c'est ça qui est intéressant. J'ai vraiment préféré le premier au second parce que le premier c'est une histoire familiale dans un manoir et dans le second film c'est beaucoup moins, c'est un groupe d'amis sur une île avec un mec très riche. J'ai beaucoup moins aimé les personnages en fait, je me suis moins attachée et je me suis moins pris dans l'intrigue tout simplement, alors que le premier je l'ai trouvé vraiment bon. C'est tout pour les films et vous me direz c'est déjà pas mal. En série ça va être beaucoup plus court, j'ai juste regardé une mini-série sur Netflix que j'ai binge-watché en une soirée avec des potes qui s'appelle En Place, qui vient imaginer un homme noir qui accède à la présidence et donc c'est une micro-série. On suit un monsieur qui bosse dans des sites
publicité qui à un moment donné interpelle un candidat à la présidentielle, une sorte de caricature de Macron un peu, qui va tellement bien l'attaquer avec beaucoup de réparties que les médias vont un peu s'enflammer et en faire un potentiel candidat à la présidence. Donc c'est un peu lunaire la façon dont ça se met, le mec a pas de parti, le mec a pas du tout prévu de se lancer en politique, tellement quelqu'un vient le chercher en lui disant oui lance-toi en politique machin. C'est marrant la façon dont ils ont hyper bien caricaturé les candidats. On retrouve la bobo écologiste qui parle 18 langues, hyper féministe, hyper déconstruite, qui est un peu une Sandrine Rousseau, très très caricaturale. Parfois ils grossissent peut-être un peu trop le trait, mais bon c'est aussi ça qui fait l'humour de la série je pense. Il y a des moments où c'est un peu dommage parce que c'est un peu expédié, il y a des aspects narratifs, on comprend pas trop en fait pourquoi ils les amènent pour finalement pas les exploiter, pour discréditer du coup ce nouveau candidat à la présidentielle. On ressort un clip de lui qui dit qu'il baise Marianne. En fait finalement le problème se résout en mode tout le monde oublie ce clip. C'est un peu facile comme solution mais ok. 6 épisodes c'était bien et peut-être qu'en vrai ils auraient dû en rajouter un ou deux histoire de bien dénouer le truc. Ça se regarde très très vite, bien ému sans plus. Et je viens de commencer How I Met Your Mother. Je suis à peu près au milieu de la première saison. Pour l'instant j'adore. Merci à tous mes potes qui m'ont dit mais Marine c'est mon comfort show, il faut absolument que tu vois. Moi mon comfort show c'est Friends et on m'avait beaucoup recommandé du coup The Office et How I Met Your Mother. J'ai déjà essayé The Office. On m'a dit Marine il faut que tu passes après la première saison, je te jure que ça arrête d'être cringe. J'ai arrêté parce que trop de cringe, trop de cringe. Je vais pas me taper une saison entière de cringe juste pour à un moment donné pouvoir accéder à du moins cringe. Alors que là, How I Met Your Mother, je viens de le commencer et je suis à fond dedans, j'adore. J'ai pas spécialement de podcast à vous conseiller, on n'est pas découvert de nouveau. Donc si vous voulez des recommandations de podcast, n'hésitez pas à aller voir mes autres bilans culturels. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je suis désolée par avance. Beaucoup de films dont je voulais parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et vous abonner à ma chaîne bien évidemment pour ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux si je vous manque parce que j'avoue que je suis pas hyper active sur YouTube en ce moment. Si vous avez des suggestions de livres, de séries, de films, n'hésitez vraiment pas à me les mettre dans les commentaires parce que je suis toujours à l'écoute de vos recommandations quoi, voilà. Et on se retrouve très vite. Gros bisous, prenez soin de vous.